On accueille Jean Garrigue en plateau. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Historien, spécialiste d'histoire politique. Un mot d'abord sur ce Conseil des ministres. Alors c'est une grosse journée évidemment pour la politique française. Premier Conseil des ministres de ce gouvernement Lecornu 2. On s'est attelé à parler budget et pour cause, il y a urgence. Oui, effectivement, il y a urgence. Si on veut boucler ce budget avant les 70 jours impartis. Alors, est-ce que c'est véritablement le souhait de Sébastien Lecornu que d'aller faire discuter ce budget avant la date limite? C'est une autre question. Vous n'y croyez pas, vous? Alors, moi, je n'ai pas à y croire ou pas. C'est possible. Vous semblez en tout cas en douter. Oui, parce que je doute de la capacité de nos partis politiques actuels à trouver un compromis et à négocier. C'est ça dont je doute. Il est certain qu'il va y avoir des batailles d'amendements mémorables autour de ce projet de budget. Et on sait bien que ce qui est recevable par le Parti socialiste, qui a un peu les clés de la non-censure entre les mains, ne l'est pas de la part des Républicains, qui sont malgré tout en position de soutenir ou pas le gouvernement de Lecornu. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. On sait déjà que le Rassemblement national et la France insoumise censureront quoi qu'il arrive. Les motions ont été déposées, elles seront examinées jeudi matin. Voilà, c'est ça, jeudi matin. Et donc voilà, il me semble très probable que Sébastien Lecornu pourra échapper à la motion de censure jeudi s'il trouve véritablement un accord avec les socialistes. C'est en bonne voie, mais qui sait. En revanche, ensuite, sur la discussion du budget, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, il va être évidemment scruté de près. Vous me tendez une perche, c'est le sujet qui préoccupe tout le monde aujourd'hui. Scruté de près par les socialistes. Il va lui falloir convaincre les députés dans leur ensemble, mais surtout les 69 députés socialistes qui n'attendent qu'une seule chose aujourd'hui, c'est d'être fixés sur le sort qui sera réservé à la réforme des retraites. C'est une ligne rouge pour le PS et il s'y tient. Les socialistes qui décideront par la suite de ce qu'ils feront ou pas, censurer ou non ce gouvernement. Explication signée Magali Boissin et Thierry Curtet. 34 ministres à l'Élysée pour leur premier conseil. Budget et retraite sont à l'ordre du jour. Sébastien Lecornu, lui, s'apprête à remonter dans quelques heures à la tribune de l'Assemblée. Il l'avait quitté ministre des Armées. Il est cette fois Premier ministre et va prononcer son discours de politique générale à 15h. À l'Assemblée, la fébrilité règne avant ce rendez-vous à haut risque. Les réunions de travail de tous les partis s'enchaînent. Le gouvernement peut-il échapper à la censure? Les socialistes posent leurs conditions. S'il n'y a pas cette annonce autour de la suspension totale et immédiate de la réforme des retraites, l'ensemble des socialistes censureront sans aucun état d'âme. Une exigence complètement folle selon les Républicains ce matin, qui craignent que le gouvernement ne cède. Du côté du MoDem, on appelle à une certaine sagesse dans les débats. Il faut de la responsabilité. Les oppositions, en votant la censure, amènent le pays dans le mur. Les Français ont besoin qu'on ait de la stabilité. Mais Marine Le Pen, elle, n'a qu'un mot d'ordre en arrivant à l'Assemblée. Retourner aux urnes. Et dans une réunion de travail mise en scène devant les caméras, la présidente du groupe RN s'offre une tribune. Nous censurerons maintenant l'intégralité des gouvernements qui seraient présentés par Emmanuel Macron. Les deux motions de censure, déposées par LFI et le RN, seront débattues jeudi matin à l'Assemblée nationale. Voilà, motions qui seront étudiées jeudi. D'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Vous me disiez joliment à l'instant, c'est pas une ligne rouge pour le Parti socialiste, cette réforme des retraites, c'est plutôt une ligne rose. Oui, au sens où on sait bien que la plupart des députés socialistes ne sont pas tout à fait sûrs de retrouver leur siège en cas de nouvelles élections législatives anticipées, c'est-à-dire en cas de dissolution et d'élections législatives. Le torchon brûle entre eux et la France insoumise. Et il peut y avoir un certain nombre d'électeurs qui qui ne rejoindront pas le Parti socialiste lors de ces élections. Donc voilà, on est quand même dans un... Ils ont gros à perdre les socialistes, c'est ça que vous êtes en train de dire en cas de dissolution, et c'est pas le scénario qui les arrangerait le plus. C'est pas forcément le scénario qui les arrangerait le plus. Alors c'est vrai aussi que si jamais ils acceptent une sorte de contrat de non-censure avec les macronistes, ou avec Sébastien Lecornu, ils risquent aussi d'être accusés
par une partie des électeurs de gauche d'avoir trahi leur camp. Donc ils sont dans un entre-deux total, dans quelque chose de complètement incertain. En cas de suspension de la réforme des retraites, quid de la réaction des LR? Là aussi, c'est pas clair non plus. Ah oui, c'est peut-être même encore moins clair, parce qu'on a vu cette espèce de psychodrame autour du premier gouvernement Lecornu. On a vu que dont vous imputez la responsabilité au LR très clairement. Ah bah oui, parce que la question de Bruno Le Maire, qui était le prétexte, n'en était pas véritablement la cause principale. La cause principale, c'était les incertitudes. Et alors, à ce moment-là, au départ, vous aviez Laurent Wauquiez qui ne voulait pas de participation, mais Bruno Retailleau qui la voulait. Et puis, cette histoire de Bruno Le Maire, en fait, a servi de prétexte à Bruno Retailleau pour partir, car il a jugé que c'était le moment de se distancier des macronistes. Et en revanche, Laurent Wauquiez, lui, était plutôt partisan de rester pour utiliser justement les dividendes de la participation au gouvernement. Mais finalement, la ligne Retailleau a prévalu. Ouais, c'est quand même c'est une sorte de feuilleton. Et la ligne Retailleau a prévalu, mais vous avez des dissidents qui, eux, ont accepté d'aller au gouvernement et qui, depuis, d'ailleurs, ont été exclus du parti. Donc on voit bien que c'est un parti qui est complètement éclaté, j'allais dire façon puzzle, et qu'on ne sait pas du tout, finalement, ce que seront les comportements des députés LR, dans leur grande majorité, au moment de la motion de censure, ou ensuite au moment des débats budgétaires, s'ils ont lieu. On entendait François-Xavier Bellamy ce matin dire ne pas prendre position et ne pas dire d'ailleurs ce qui serait fait au sein des LR. Il n'y a pas de consigne. Hein. Mais c'est ce qui est fou, c'est quand même un parti qui a une tradition, qui a une histoire, et le fait de ne pas avoir de consigne, c'est complètement je dirais, contre-intuitif par rapport à ce qui existe sous la Ve République, où les partis, en général, sont disciplinés. Sous la Troisième, sous la Quatrième République, ça pouvait exister. Chacun avait un peu son indépendance de vote. Mais là, sous la Ve République, ça paraît complètement absurde. Et ça montre bien à quel point ils sont en plein désarroi, à quel point ils sont en hésitation dans la ligne à suivre. Qu'est-ce qu'il faut lire dans tout ça? C'est que chacun joue sa propre partition. Ah oui, c'est très clair. Aujourd'hui, on voit que chacun joue sa propre partition. C'est ce qu'avait dit Sébastien Lecornu, la première fois qu'il a démissionné. Oui, mais c'est toute la difficulté pour lui, parce que je pense, et d'ailleurs une grande partie de l'opinion publique semble persuader que Sébastien Lecornu cherche une voie de convergence, une voie de compromis, réellement. Il semblerait que Emmanuel Macron lui ait laissé un peu la bride sur le cou, et qu'il ait cette capacité peut-être à négocier, mais on voit bien que tous les partis, en réalité, sont positionnés dans un axe et dans une perspective qui est celle de l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen veut tout de suite une dissolution qui amènerait éventuellement une majorité relative forte, voire une majorité absolue pour le Rassemblement national, qui les propulserait à Matignon comme un tremplin vers l'Élysée. C'est la raison pour laquelle, de son côté, Jean-Luc Mélenchon est déjà parti en campagne et demande la démission d'Emmanuel Macron. Donc ils sont tous sur cette ligne-là, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une urgence, c'est de voter un budget. Et on voit très bien que, au fond, cette nécessité de convergence pour voter un budget est totalement incompatible avec les lignes politiques de tous les partis. C'est ça la véritable impasse aujourd'hui. Marine Le Pen, d'ailleurs, s'est empressée de qualifier ce projet de budget de terriblement mauvais, et en même temps, c'est cohérent vu sa posture depuis le début de cette crise politique. Alors, il faut lui reconnaître que demander l'appel au peuple, le retour au peuple, c'est dans l'esprit de la Ve République. Ça, il n'y a pas de problème. Et qu'en plus, elle joue sur du velours, parce que le spectacle qui a été donné par les partis depuis quelques jours, depuis des semaines d'ailleurs. On peut commenter la séquence du week-end qu'on n'a pas eu l'occasion de commenter ensemble. Moi, je n'étais pas en poste. J'ai commencé lundi. C'est vrai que ce week-end, je me suis demandé quel jour j'étais quand j'ai entendu les consultations avec Sébastien Lecornu. Le voilà de retour. Ça, c'était complètement inenvisageable. On se demande. Le principal problème, si vous voulez, dans tout ça, c'est que il y a déjà, on le sait, un fossé qui s'est creusé
entre les Français et leurs élites politiques. Et ce fossé, là, depuis quelques jours, n'a fait que s'amplifier, se creuser. Et au fond, on ne voit pas très bien d'issue. Si ce n'est, et c'est pour ça que la position du Rassemblement national est quand même terriblement positive, je veux dire, est la meilleure. C'est-à-dire que, bon, c'est très clair pour eux, dissolution. S'il n'y a pas de dissolution, ou après une dissolution des élections législatives anticipées, s'il y avait un nouveau blocage, la démission d'Emmanuel Macron, la position est claire. Et en plus, je le répète, il faut le reconnaître, elle est conforme à l'esprit de la Ve République. On va aller retrouver Yohann Bollin qui nous attend toujours à l'Élysée. Yohann, pendant le compte rendu de ce Conseil des ministres, il y a la porte-parole du gouvernement, c'est comme ça que ça se passe chaque semaine, qui a témoigné de ce qui s'était dit autour de cette table. J'imagine qu'elle a été longuement interrogée sur la séquence de l'après-midi, le discours de politique générale. Qu'est-ce qui en est sorti ? Oui, tout d'abord, et je vous rappelle un petit peu l'état d'esprit de ce Conseil des ministres où a été présenté ce projet de budget qui a été entériné par ce Conseil des ministres. Un projet de budget qui alterne entre réduction des dépenses publiques et mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron qui a affirmé à l'issue de ce Conseil des ministres cette sorte de menace à l'encontre des partis du socle commun qui seraient tentés de se joindre aux mesures, aux motions de censure déposées par la France Insoumise ou le Rassemblement National. Il a dit censure voudrait dire dissolution. Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a appelé à la stabilité institutionnelle. Alors d'ici 2 heures, Sébastien Lecornu va tenir à l'Assemblée nationale son grand oral, le discours de politique générale qui sera également lu devant les sénateurs. Les motions de censure déposées par LFI et le Rassemblement national sur cette ébauche de présentation du projet de budget devraient être étudiées mercredi soir ou jeudi matin. Et les socialistes laissent toujours planer le doute sur une 3e motion de censure. Ils conditionnent leur soutien à la mise en place de la taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines et surtout sur la suspension de la réforme des retraites. D'ailleurs, ces dernières heures, deux voix, 2 poids ont appelé à la suspension de cette réforme impopulaire. Il s'agit du tout nouveau prix Nobel d'économie, Philippe Alliot, ou alors également l'ancien patron de Bercy, Éric Lombard. Les mots de Sébastien Lecornu devant les parlementaires sur cette réforme des retraites seront donc très scrutés. Tous les regards seront donc tournés vers les députés socialistes qui tiennent dans leurs mains un peu le sort du gouvernement. J'ajouterai la réaction de l'économiste Gabriel Zuckman qui a déploré sur X un projet de budget fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. Revenons-en à nos moutons, peut-être l'issue, le sort qui va être réservé à ce gouvernement. Peut-être on va encore battre un nouveau record. Un nouveau record de brièveté, mais on se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup à celle de la 4e République où on essayait de faire des coalitions de partis. À un moment, ça s'appelait la 3e force entre les gaullistes et les communistes, mais où les partis étaient très différents et donc les négociations pour former un gouvernement s'éternisaient. Lorsque quelqu'un était trouvé, il y avait toujours un autre parti de la coalition qui n'était plus d'accord. On est dans une configuration qui est vraiment celle de la 4e République, sauf qu'on est dans les institutions de la 5e. Et on dispose effectivement, pour sortir de ce type d'impasse, de plusieurs instruments qui sont effectivement la dissolution, voire la démission du président de la République. Sauf que la dissolution, il ne faut pas se le cacher, livrerait en quelque sorte les allées du pouvoir, en tout cas la perspective du pouvoir au Rassemblement national. C'est-à-dire que ce serait exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il joue la montre Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on donne une nouvelle chance, une seconde chance à Sébastien Lecornu. Tout à l'heure, j'avais un confrère de la rédaction anglophone qui me demandait mais
Quelle est la stratégie du chef de l'État? Quel est le jeu qui est fait aujourd'hui? J'étais bien incapable de répondre. D'abord, aujourd'hui, il n'est plus vraiment le maître des horloges, puisqu'il n'a pas de majorité absolue. Il n'a que 14% d'appui. C'est quand même lui qui a réitéré, reconduit Sébastien Lecornu. Ah oui, alors il a ce pouvoir de nommer le Premier ministre, et il a une influence, effectivement, surtout sur quelqu'un qui a été son proche depuis très longtemps. Mais il faut quand même pas, il faut quand même dire que derrière tous les comportements des autres partis, c'est Emmanuel Macron qui est visé, justement. Donc il y a cette fragilité du président de la République qui est très forte. Et donc voilà, on attend de voir ce qui peut advenir, sans bien savoir où on va. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de véritable... C'est un louvoiement à vue pour lui, parce que il faut éviter que, ça devrait être aujourd'hui, je le suppose, son obsession, que le Rassemblement national puisse s'étoffer, ou peut-être même aller au pouvoir. Est-ce que c'est pas prendre le risque de s'enterrer un peu plus? On voit les sondages, la cote de popularité du chef de l'État et les critiques qui fusent et qui continuent de fuser, malgré le fait qu'ils se tiennent à distance. Il était hier dans une magnifique séquence à Sharm el-Sheikh, la France. Beaucoup d'experts saluent le rôle de la France dans l'issue qu'on est en train de vivre en ce moment au Proche-Orient et à Gaza, mais ça n'empêche pas ce qui se raconte sur lui ici en France. Ah oui, c'est très frappant de voir à quel point les succès ou demi-succès, parce qu'il y a une partie des Français qui le contestent, mais les succès ou les demi-succès de politique extérieure n'ont quasiment aucun impact sur le prestige, la popularité d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le rejet d'Emmanuel Macron à l'intérieur. Je pense que là, c'est acté. Les Français ne veulent plus de lui. Il y a des tas de raisons qui l'expliquent, et qui ne sont pas simplement par sa faute à lui, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, je pense que, je le répète, le seul objectif, ce serait d'éviter ce qu'il a toujours promis d'éviter, justement, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Sauf que ça veut dire qu'il, comment dirais-je, il est le principal acteur du provisoire, de l'instabilité qui existe aujourd'hui, des incertitudes, et que les Français lui font grief de cette instabilité et de cette incertitude. Donc il est coincé, il est dans une sorte de quadrature du cercle. Quoi qu'il fasse, il sera impopulaire. Même confier le poste de chef de gouvernement à une personne issue de la gauche, ça a été évoqué. On savait la tournure que ça prendrait, ça ne tiendrait pas longtemps, mais bien ça ne lui aurait pas été plus favorable, ça? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire que ça aurait pu reporter pendant quelques semaines, quelques jours, la responsabilité du chaos à ceux qui auraient pris le pouvoir, à la gauche. Parce qu'on aurait très bien vu d'abord qu'ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres, et puis surtout que leur programme était totalement en contradiction avec ce qui est attendu aujourd'hui, non seulement par la société française, mais je dirais par l'économie française. Il y a quand même un très gros paradoxe aujourd'hui. La gauche au pouvoir, ça voudrait dire que vous mettez de côté les 3/4 de l'électorat français, 3/4 des électeurs français, et que vous mettez de côté cette idée quand même qui est devenue une idée que partage une grande partie des Français, c'est-à-dire la nécessité de réduire les déficits budgétaires. Une dernière question, parce que l'actualité m'oblige à prendre la direction de Téhéran dans quelques instants. Une dernière question sur ce que pourrait sortir du chapeau cet après-midi Sébastien Lecornu, si tant est qu'il y ait encore quelque chose dans le chapeau. Ce qui doit sortir du chapeau, s'il veut s'assurer, et c'est le minimum, la non-censure des socialistes, c'est la suspension de la réforme des retraites, et ce sont des taxes sur les ultra-riches. Ça me paraît être les conditions sine qua non. Pour le reste, il l'a dit lui-même d'ailleurs, pour le reste, on verra après la discussion budgétaire. On écoutera attentivement à 15h. Merci beaucoup, Jean Garrigue. Avant un éventuel nouveau rebondissement, on y est habitué, on commence à y être habitué, quoique. Merci à vous.